Il est temps de cesser l'hystérie, de délaisser la rhétorique de la guerre froide et d'admettre une évidence. La Russie est un acteur indépendant et actif de la vie internationale. Elle, comme d'autres pays, a des intérêts nationaux qui doivent être pris en compte et respectés. Je m'adresse aussi au peuple ukrainien. Je veux sincèrement que vous nous compreniez. En aucun cas, nous ne voulons vous causer du tort ou offenser vos sentiments nationaux. Nous avons toujours respecté l'intégrité territoriale de l'État ukrainien. La Crimée est notre patrimoine commun et un facteur crucial de stabilité dans la région. Et ce territoire stratégique doit être sous une souveraineté forte et stable qui en réalité ne peut être aujourd'hui que russe. Le référendum s'est déroulé de manière ouverte et honnête, et les habitants de Crimée ont exprimé clairement et de façon convaincante leur volonté. Ils veulent être avec la Russie. Aujourd'hui, sur la base des résultats du référendum qui a eu lieu en Crimée, en s'appuyant sur la volonté du peuple, je soumets à l'Assemblée fédérale et je demande d'examiner la loi constitutionnelle concernant l'admission, au sein de la Fédération de Russie, de 2 nouveaux sujets. La République de Crimée et la ville de Sébastopol. Je n'ai aucun doute que j'aurai votre soutien. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine s'adressait au Parlement fédéral russe. Vladimir Poutine. Peu de temps après avoir annexé la Crimée, sans tirer un seul coup de feu. Mais, avant de continuer, il est même allé jusqu'à dire que ce territoire stratégique ne pouvait être placé que sous une souveraineté forte et stable, et que cela ne peut appartenir qu'à la Russie. À ce moment-là, Poutine semblait avoir toutes les raisons du monde d'être confiant. Après tout, l'opération avait été un succès absolu. En quelques semaines, la Russie avait pris le contrôle de la position la plus stratégique de la mer Noire. Et le reste du monde ont protesté. Mais ils n'ont pas fait grand-chose, juste quelques sanctions. Et tu veux savoir ce qui est le plus intéressant? Si Poutine avait pu voir à ce moment-là ce qui se passe aujourd'hui en Crimée, je suis presque sûr qu'il n'aurait pas prononcé ce discours avec autant de conviction. Parce que 10 ans plus tard, il se passe quelque chose sur la péninsule qui défie complètement toutes les prévisions que nous avons entendues jusqu'à présent. Ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes peut changer à jamais ta façon de voir ce conflit. D'abord, je dois te montrer pourquoi la Crimée est devenue si importante. Et pourquoi Poutine était si confiant ce jour-là de mars. Regarde. La Crimée n'est pas qu'un simple territoire. C'est littéralement le centre de gravité de toute cette guerre. Celui qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Et celui qui contrôle la mer Noire a un avantage gigantesque sur l'Ukraine. Pensez-y comme ça. Avant la guerre, 70% de toutes les exportations ukrainiennes passaient par la mer Noire. Cela inclut 90% des exportations agricoles du pays. Le plan de Poutine était simple. Utiliser la Crimée comme base pour bloquer ses ports et étrangler l'économie ukrainienne. De plus, la péninsule servait de gigantesque centre logistique. C'est de là que la Russie a lancé son offensive dans le sud de l'Ukraine en 2022. Des soldats et du matériel arrivaient en Crimée depuis la Russie, puis étaient répartis vers le front. Mais c'est là qu'est apparu le premier grand problème qui a perturbé les plans de Poutine. Et vous allez comprendre pourquoi c'est crucial dans un instant. En revenant à la Crimée, il y a un autre point qui la rendait vulnérable, sa géographie. Et c'est intéressant de voir comment parfois les décisions de Poutine finissent par se retourner contre lui-même. C'est parce que la péninsule ne dépend que de quelques rares connexions avec le monde extérieur. Et tu sais laquelle était la principale ? Le célèbre pont de Kertch, que Poutine a construit comme symbole de son annexion. Maintenant,
Imagine que tu es un commandant militaire et que tu dois défendre un avant-poste qui dépend de seulement quelques ponts et canaux pour recevoir de l'eau, de la nourriture et des munitions. Ça ne semble pas être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est que le début. Alors que tout le monde pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais défier la puissance navale russe, quelque chose de totalement inattendu a commencé à se produire en mer Noire. En février 2022, juste après que Poutine ait lancé son invasion, il était assez clair qu'il y avait un énorme déséquilibre naval entre les deux pays. La flotte de la mer Noire de la Russie comptait environ 25 000 militaires et des dizaines de grands navires de guerre. La marine ukrainienne, quant à elle, ne disposait que de quelques dizaines de patrouilleurs. N'importe quel analyste militaire voyant cela conviendrait que l'Ukraine n'avait pas la moindre chance en mer. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Ukraine n'a pas essayé de mener une guerre navale conventionnelle. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qui a complètement changé les règles du jeu. En utilisant des missiles comme le Neptune, fabriqués en Ukraine même, et une flotte croissante de drones maritimes sophistiqués, l'Ukraine a lancé une campagne systématique pour détruire la flotte russe. Le premier grand succès est survenu en avril de la même année, lorsqu'un missile Neptune a coulé le Moskva, le navire amiral de la flotte russe. Mais ce n'était que le début. Les Ukrainiens ont développé des drones maritimes comme le Magura et le Sibobi, qui ont commencé à causer des dégâts impressionnants. Ces drones ont une particularité surprenante. Ils ont évolué incroyablement vite. Ils sont passés de simples bateaux kamikazes à des plateformes multifonctions. En fait, l'Ukraine a réussi à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la guerre navale. Ils ont équipé des drones maritimes de missiles RR, ce qui a fait toute la différence pour leur permettre d'abattre des chasseurs russes, comme le Su-30. Vous avez bien entendu, des drones maritimes abattant des avions de chasse. Une première dans l'histoire. Et tu veux connaître le résultat de cette campagne? L'Ukraine a réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Ils ont détruit ou endommagé 26 navires de la flotte de la mer Noire. Cela inclut des navires de débarquement cruciaux, des corvettes, des patrouilleurs et même un sous-marin. Mais voici la partie la plus intéressante de cette histoire. Quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Lorsque la Turquie a fermé les détroits du Bosphore et des Dardanelles au début de la guerre, elle a créé un piège parfait pour la flotte russe. En raison d'un traité appelé la Convention de Montreux, qui existe depuis 1936, la Turquie détient le contrôle de ces détroits vitaux. Et lorsqu'elle a reconnu le conflit comme une guerre, elle a simplement fermé le passage aux navires militaires. Et cela a créé un autre grand problème pour la Russie, car chaque navire russe que l'Ukraine détruit en mer Noire ne peut pas être remplacé. La Russie n'arrive tout simplement pas à amener des renforts navals depuis ses autres flottes. C'est comme si la flotte de la mer Noire était piégée dans un bassin, attaquée par un ennemi qu'elle ne peut pas atteindre efficacement. Et c'était la recette du désastre russe. En juillet 2024, Poutine a été forcé de faire quelque chose d'humiliant. Retirer ce qui restait de sa flotte du port historique de Sébastopol, en Crimée. Les navires ont alors été transférés vers des ports plus à l'est, un endroit considéré comme plus sûr pour eux. Avec la flotte russe neutralisée, l'Ukraine a pu passer à la deuxième phase de sa stratégie. Et cette phase n'impliquait pas de conquérir la Crimée par la force. Au lieu de cela, elle a décidé de faire quelque chose de bien plus intelligent. Transformer la péninsule en une prison sous forme d'île. L'objectif principal de cette stratégie est clair. Le pont de Kerch. Cette structure de 18 km n'est pas seulement une connexion physique entre la Crimée et la Russie. C'est le symbole ultime de l'annexion de Poutine. Et depuis lors, la campagne ukrainienne contre le pont a été persistante et de plus en plus sophistiquée. La première attaque a eu lieu en octobre 2022, lorsqu'un camion piégé a provoqué l'effondrement de sections de la route et incendié le tablier ferroviaire. L'année suivante,
en juillet, des drones navals Sea Baby ont de nouveau frappé le pont. Mais l'attaque la plus impressionnante a eu lieu en juin 2025, lorsque le service de sécurité de l'Ukraine a mené une opération complexe en utilisant des mines sous-marines. Pendant plusieurs mois, ils ont placé l'équivalent de 1100 kg de trinitrotoluène contre les piliers sous-marins du pont. L'explosion a été si puissante que, selon des rapports des services de renseignement, elle a laissé la structure dans un état critique. Et comme vous pouvez déjà l'imaginer, chacune de ces attaques force des fermetures, perturbe les chaînes d'approvisionnement et crée un état de pression militaire et psychologique constant. De plus, cette menace constante oblige la Russie à détourner des systèmes de défense aérienne rares pour protéger une seule cible. Mais le pont n'est pas le seul problème logistique de la Russie en Crimée. Tu te souviens que j'ai parlé de la façon dont les décisions de Poutine se retournaient parfois contre lui. Voici un exemple parfait de cela. En juin 2023, les forces russes ont détruit le barrage de Kakhovka en Ukraine pour tenter d'empêcher une contre-offensive ukrainienne. Le problème, c'est que ce barrage alimentait le canal de Crimée du Nord, qui fournissait historiquement 85% de l'eau potable et d'irrigation de la péninsule. Avec la destruction du barrage, la Crimée a plongé dans une grave crise de l'eau. Dès cette année-là, la situation a atteint un niveau critique. Les réservoirs locaux ont perdu des millions de mètres cubes d'eau et ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité. Des spécialistes locaux ont alerté sur une grave crise de l'eau, car le fleuve Dnipro, qui alimentait historiquement le canal via le barrage, était désormais coupé. Cette pénurie n'affecte pas seulement la population, elle impacte également directement la durabilité de la présence militaire russe, qui consomme de grandes quantités d'eau. Et il y a un autre point crucial ici. Les fortifications que la Russie a construites en Crimée ont été conçues pour se défendre contre des attaques terrestres, pas pour résoudre une crise de l'eau ou empêcher que des missiles à longue portée frappent les infrastructures à l'arrière. La stratégie ukrainienne ne s'est pas arrêtée là. En réalité, tout ce que vous venez d'entendre n'est que la préparation à l'élément le plus dévastateur de tout ce plan. C'est parce que l'Ukraine a compris quelque chose de fondamental. Il n'avait pas besoin de conquérir la Crimée s'il parvenait à en faire un fardeau financier insoutenable pour la Russie. Et les chiffres que vous allez entendre maintenant montrent pourquoi cela fonctionne. Voyez-vous, lorsque Poutine a lancé son invasion, la Russie disposait de réserves financières qui semblaient solides. Le Fonds national de richesse disposait de 175 milliards de dollars. Cela semblait être assez d'argent pour soutenir une guerre longue. Mais la réalité maintenant se révèle bien différente. Le coût de la guerre vide les caisses russes à un rythme alarmant. Le budget de la défense russe a presque triplé depuis 2021. Et il y a des preuves que le coût réel est presque le double des chiffres officiels. La raison est simple. Le gouvernement russe oblige les banques à accorder des prêts aux entreprises de défense. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut parler du Fonds national de richesse de la Russie. Considérez-le comme l'épargne d'urgence du pays, constitué principalement de l'argent provenant de la vente de pétrole et de gaz. C'est cette réserve que le gouvernement utilise en temps de crise, ou pour financer des projets importants. Eh bien, ce fonds est passé de 175 milliards à seulement 38 milliards de dollars. Mais calme-toi, ça peut encore empirer. Ce qui brise vraiment le dos de l'économie russe, c'est le coût humain de la guerre. À la mi-2025, les pertes russes ont dépassé le cap du million de personnes, entre morts, blessés et capturés. Pour maintenir le flux de soldats, le Kremlin offre une sorte de prime pouvant atteindre 30 ou 40 000 dollars, en plus de salaires mensuels élevés. Et le gouvernement s'est engagé à verser des compensations substantielles aux familles des soldats tués. Cela crée un passif financier croissant à long terme. Ajoutez maintenant tout cela au coût de remplacement de milliers de chars et d'équipements détruits.
et vous comprendrez pourquoi la Russie avance à grands pas vers un épuisement économique. Selon les analyses du renseignement ukrainien, d'ici la fin de cette année, la Russie devrait faire face à de graves problèmes financiers, à une pénurie de main-d'œuvre et à une crise des services publics. Et c'est ici que la stratégie ukrainienne devient géniale. Avec la Crimée isolée sur le plan naval, étranglée logistiquement et coûtant de plus en plus cher à maintenir, la péninsule est en train de passer d'un atout stratégique à un passif financier. Je sais qu'après avoir appris tout cela, vous pouvez vous demander « D'accord, mais où tout cela va-t-il finir ?» Et regardez, en prenant en compte tous ces facteurs, il existe 3 scénarios considérés comme les plus probables pour l'avenir de la Crimée. Le premier est l'effondrement économique. Dans ce scénario, la combinaison de l'isolement naval, de l'étranglement logistique et de l'épuisement économique pousse l'économie russe au point de rupture. Incapable de continuer à financer la guerre et l'occupation coûteuse de la Crimée, Poutine serait forcé de négocier à partir d'une position très défavorable. Le deuxième scénario est l'effondrement interne. Le siège prolongé créerait des conditions de vie si précaires à l'intérieur même de la Crimée que le soutien russe s'effondrerait complètement. Cela pourrait conduire à des troubles civils ou à l'effondrement de l'administration d'occupation de l'intérieur. Le troisième scénario est un tournant militaire. Dans ce scénario, la dégradation continue des forces russes atteindrait un point où les défenses s'effondreraient, effectivement. Et, de cette façon, une opération ukrainienne finale et limitée deviendrait envisageable avec un coût humain minimal. Et ce qui rend cette stratégie si intelligente, c'est qu'elle évite le plus grand risque de tous, l'escalade nucléaire. Au lieu d'une attaque soudaine, qui pourrait provoquer une réaction drastique, l'Ukraine est en train d'asphyxier la péninsule lentement. Réfléchissez-y, cela force Poutine à envisager d'utiliser des armes nucléaires. Pas parce que l'Ukraine envahit la Crimée avec des chars et des soldats, mais parce qu'il manque d'eau sur la péninsule et que l'argent s'épuise. Comment justifier une guerre nucléaire à cause de problèmes d'approvisionnement? C'est une décision bien plus compliquée à prendre. La réalité de la Crimée est différente maintenant. Ce que tout le monde disait impossible devient une possibilité réelle. Pas par une attaque directe, mais par une stratégie qui ronge les défenses russes de l'intérieur. L'Ukraine a conquis la domination navale sans avoir de marine. Elle transforme une forteresse en une prison logistique sous forme d'île. Et elle accélère l'épuisement économique de son agresseur. La question n'est plus de savoir si le contrôle russe sur la Crimée peut être brisé, mais quand toute cette pression deviendra trop forte pour que la Russie puisse la supporter. Et vous, qu'en pensez-vous? Lequel des 3 scénarios pensez-vous être le plus probable? Effondrement économique, effondrement interne en Crimée ou un tournant militaire? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo a changé votre perspective sur le conflit, pensez à vous abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique. Votre soutien m'aide grandement à poursuivre ce type d'analyse. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.